Mais ça va faire le lien peut-être avec des éléments qui étaient dans l'avant-dernière diapositive à propos de faire le lien. Moi j'ai répondu, ou j'ai essayé de répondre à la question qui était posée dans l'intitulé, le lien entre recherche et recherche-intervention, ce lien entre les acteurs. Donc il y a un double lien. La question du transfert, le mot pour moi est très gênant et n'est certainement pas le bon. Celle aussi de la redéfinition de formes de recherche qui ne sont pas exclusives, mais qui sont propres au domaine dans lequel se situe l'intervention et qui rapproche les recherches en éducation de ce point de vue-là, ce qu'on peut appeler les recherches en ingénierie, dans un paradigme particulier, qui d'ailleurs n'est pas unique à l'éducation, concerne aussi par exemple le monde de la santé ou bien le monde des métiers de l'ingénierie. Alors, les LEA, donc je vais présenter ce sigle, et en même temps, derrière ce sigle et cette organisation, il y a des questions d'organisation dont je voudrais parler. Pardon. L'EA, ça signifie lieu d'éducation associé à l'IFE. C'est un dispositif qui en fait hérite d'une histoire, c'est celle des dispositifs de financement de la recherche-action, qui était celle de l'INRP à sa grande époque, qui sont maintenus, même sous des formes qui sont financièrement extrêmement réduites aujourd'hui, mais qui sont maintenues. Au moment où l'ex-INRP s'est trouvé intégré à l'ENS de Lyon et est devenu l'Institut français de l'éducation, cette tradition s'est maintenue, et les LEA sont une évolution de ce système de soutien à la recherche-intervention avec des changements profonds de perspective. Et parmi ces changements, il y avait le souci d'inscrire ces programmes de recherche-action dans une certaine durée, l'obligation du lien avec la recherche, l'implication, la gouvernance du lieu, l'ancrage dans le territoire, et puis la question des retombées dans le système éducatif. Alors, des LEA aujourd'hui existent dans un certain nombre de régions en France. Il y en a 35, et 35, c'est peut-être le nombre auquel les moyens humains et les moyens financiers de l'IFE actuellement ne permettront pas, chiffres que ne permettront pas de dépasser ces moyens. Ça concerne essentiellement le système scolaire, primaire, secondaire, mais pas seulement. Et ici, il y a une volonté d'élargir et de créer des lieux d'éducation associés dans différents espaces qui ne sont pas seulement ceux, en particulier l'éducation à la santé, par exemple, ou d'autres espaces. Voilà. Mais évidemment, dans la tradition, encore une fois, de la recherche en enseignement, qui était celle au cœur du projet INRP, il y a évidemment ce rapport quantitatif. Alors, de quoi s'agit-il en fait? C'est l'association, j'insiste bien, entre un lieu de pratique et une unité de recherche, dans la perspective de développer de manière réfléchie ce qu'on peut appeler la recherche collaborative. On verra un petit peu de quel type de recherche il s'agit de mettre en place. Et l'idée aussi, dans cette présentation, c'est d'insister sur la nécessité de réfléchir à l'institution, au financement, à l'organisation matérielle de ces espaces de recherche nouveaux. En fait, le réseau d'acteurs concernés par les LEA est plus vaste. C'est à la fois, d'abord, les praticiens dont on essaye de recueillir au départ les préoccupations et les questions. Les chercheurs, évidemment, dans un dialogue qui n'est pas toujours d'ailleurs symétrique. Quelquefois, ce sont des chercheurs, comme on dit, qui cherchent des terrains. Dans d'autres cas, ce sont des praticiens qui cherchent des chercheurs. Et c'est une question difficile. C'est beaucoup plus facile de faire la première des choses, de trouver des terrains pour des chercheurs, que de trouver des chercheurs pour des terrains. Et je pense qu'une structure comme les ESP devrait se poser ce type de questions. Quel type de chercheurs peuvent répondre à cette forme de demande? En même temps, s'ajoute une quatrième dimension, métier des formateurs, et une troisième, pardon, et j'en ajouterai une quatrième, celle des pilotes, c'est-à-dire des gens qui représentent, par exemple, les métiers de l'inspection, de la direction, etc. La recherche collaborative consiste à faire en sorte que ces gens travaillent ensemble, sans se marcher sur les pieds, sans prendre la place de l'autre, et en échangeant d'une certaine manière des préoccupations. Mais en même temps, on peut considérer que ce système infléchit l'activité de chacun des acteurs dans un ensemble nouveau. Un pilote, par exemple, c'est quelqu'un qui dit « Vous faites une recherche, vous avez 6 mois, trouvez-moi une solution au problème de la lecture au CP, on vous donne 30 000 €, faites vite parce qu'on est pressé. On a à faire des programmes, etc. etc. » En même temps, quand il apprend ce que c'est que la recherche en éducation, j'ai une collègue qui est conseillère scientifique auprès du ministère et qui dit « Je suis le premier enseignant-chercheur au ministère, ils ont besoin de savoir ce que c'est que la recherche, ce que c'est que l'éducation, ce que c'est qu'une UFR, etc. » Donc c'est intéressant d'avoir ce type d'information.
Alors, je vais passer sur l'exemple, j'avais prévu d'illustrer ça par l'exemple du Léa dont je suis le responsable, mais si vous permettez, je passerai rapidement là-dessus, simplement pour dire que, typiquement, le Léa que j'ai organisé se situe au niveau de l'enseignement secondaire. Il est adossé, d'une certaine manière, à des préoccupations qui sont celles des ESP, une dimension de formation. Il intéresse des gens qui sont des formateurs. Certains, d'ailleurs, occupent leur place. Ce sont des praticiens formateurs, par exemple des maîtres formateurs. Ce sont des conseillers pédagogiques formateurs. Il y a même, dans certains cas, des gens qui sont des chefs d'établissement formateurs qui font, par exemple, des masters sur ces questions-là, etc. Ce n'est pas le cas ici dans cette ESP, mais c'est pour bien montrer la différence entre les métiers et les fonctions. Et puis, il y a des pilotes intéressés, quelquefois très intéressés. J'en ai donné la liste. Ce qui est intéressant dans ce Léa, c'est qu'il associe une ESP avec un musée et deux métiers, celui des enseignants et celui des médiateurs des services des publics qui, en fait, font des métiers parallèles et qui sont pourtant pas nécessairement mis en relation. Ça me fait un peu penser dans le domaine qui est le mien, celui d'origine, mon domaine d'origine, qui est celui de l'apprentissage de la lecture. Il y a deux mondes qui s'ignorent pratiquement, celui des orthophonistes et celui des enseignants, qui pourtant s'échangent les élèves qui circulent d'un univers à l'autre. Alors je passerai sur l'ensemble des Léa. On va retrouver essentiellement tous ces métiers-là. Dans le domaine de la recherche, il y a tout l'éventail des recherches en éducation qui sont représentés. Les praticiens sont très nombreux. Il n'y a pas que des enseignants. Il y a aussi des gens qui sont des éducateurs, d'une manière plus générale. Je vais parler des médiateurs, etc. La formation, elle est présente à la fois par des gens qui font des dispositifs de formation, qui sont des formateurs, et il y a, vous le savez, une énorme demande d'outils de formation, de création de ressources, de production de ressources, qui pose problème. Comment faire en sorte, par exemple, que les besoins d'une ingénierie de production de ressources soient intégrés dans un dispositif de recherche dès le début, sans pour autant infléchir tout l'ensemble vers la simple recherche applicative. Et est-ce qu'il ne se crée pas là un paradigme de la recherche particulier? Je vais en parler un peu plus loin. Alors, 4 missions, parce que ces métiers correspondent à des missions en fait, qui sont croisées et partagées. Le premier, je commencerai par là, c'est le pilotage. Et on a à répondre à une demande de l'institution, des financeurs, etc., qui est quelquefois très pesante. Une demande d'efficacité, une demande de compte-rendu, une demande d'efficience, y compris d'ailleurs en termes de retour sur investissement. C'est très clair. En même temps, on a parlé tout à l'heure, je crois que c'était le collègue qui a parlé d'éducation de DD, on voit bien quelle est ici, comment on peut comprendre ces besoins sociétaux. Ils sont pas seulement politiques, mais ils sont aussi politiques. Il s'agit, dans la pratique, de former, mais là, il faudrait longuement parler de ces questions de formation. Les acteurs ont besoin essentiellement de voir leur pouvoir d'agir et leur expérience réfléchie par la recherche et pas simplement documentée ou explorée ou analysée par la recherche, la question du pouvoir d'agir. C'est pour ça que la question du transfert de la recherche, c'est une question qu'il faut vraiment interroger. D'où vient ici la question et comment elle est posée? Troisième type de contrainte, celle de la proposition des ressources et des formations. Et dans la question du lien entre la recherche, la formation et la pratique, il y a la question des ressources. Ce lien, il est là. Quand un enseignant cherche à avoir des informations sur la recherche, il cherche des outils, il cherche des revues, il cherche des textes, il cherche aussi des instruments. Et dans quelle mesure la recherche est présente dans les outils opérationnels qu'utilisent les enseignants? Vous savez qu'il y a de la recherche dans le domaine de ce qu'on appelle la documentation, le travail documentaire. C'est une question tout à fait centrale. Je crois qu'elle était présente dans un certain nombre de présentations dans cette journée. Et puis le dernier type d'acteurs, ce sont les chercheurs qui sont censés principalement produire des connaissances. Il ne faut pas oublier cette fonction fondamentale. Par contre, on voit bien qu'on leur demande en même temps, il suffit de regarder ce que c'est par exemple qu'une visite de l'AERS ou de l'HCERS désormais pour voir que ces 3 autres dimensions sont prises en compte dans l'évaluation de leur activité. Et encore, est-ce que c'est simplement une coexistence de missions ou chaque mission est modifiée par la mise en relation avec les autres, et c'est ce qui est un petit peu exploré ici dans le cadre de ces Léa. Alors je repasse là-dessus, si vous permettez, pour identifier, si vous voulez, ce qui me semble être un paradigme de recherche spécifique, qui n'est pas nouveau, d'une part, et qui, si on reprend ta demande de faire des comparaisons internationales, est très présent dans des dispositifs, par exemple, ce qu'on appelle le Design Research aux États-Unis, les Lesson Studies dans le sud-est asiatique, le Change Labs, c'est une expression qui vient de Finlande, etc. C'est bien de parler avec des mots anglais parce que, évidemment, ça fait savant, mais ce sont, au fond, des dispositifs qui posent à peu près les mêmes questions. Alors,
Encore une fois, c'est une évolution de ce qu'on a appelé la recherche-action, dans un sens qui est toujours problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se méfie un peu de l'expression, quoi qu'elle a ses lettres de noblesse, il faut les lui rendre. Mais je crois que l'idée ici, c'est de tension entre la recherche-action et ce qu'on peut appeler la recherche appliquée. Une redéfinition, mais là, l'apport n'est pas nouveau. Alors quand je dis dont l'inefficacité est avérée, je me relis et je serai prêt à nuancer, évidemment, des affirmations comme ça. Donc on est dans un domaine qui est celui qu'on appelle dans d'autres secteurs de recherche, les recherches cliniques. Il y a des collègues ici qui travaillent en clinique de l'activité. Le terme de clinique, ça rejoint aussi d'autres travaux, par exemple, qui viennent aussi de la psychologie. Bon, la question des acteurs, ils sont premières, non pas pour les valoriser, pour les idéaliser, mais pour prendre en compte qu'au fond, on est ici dans des recherches tournées vers l'action, et l'intelligibilité doit pouvoir y revenir, puisqu'on nous a demandé ici de réfléchir à cette question du transfert. Des recherches qui sont collaboratives, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de confusion des rôles, mais qu'il y a ici un partage, une éthique de la recherche, une méthodologie, et même une élaboration de la recherche qui nécessairement la transforme. Ce sont des recherches technologiques, c'est pour ça que les 4 dimensions du modèle que j'ai présenté sont liées, elles pèsent quelquefois pesamment sur le fonctionnement, mais elles sont tout à fait centrales. Par exemple, une question qui peut m'intéresser, c'est dans quelle mesure le fait qu'une recherche ait une visée d'application pose à la recherche fondamentale des questions qui sont propres. Ça, c'est un domaine intéressant. Je prends le domaine qui est le mien à l'origine, les questions de grammaire, par exemple. Concevoir une grammaire pour l'école, même une terminologie, suppose qu'on pose à la recherche fondamentale, voire à l'histoire de la discipline, des questions tout à fait centrales, et qui sont des questions de recherche fondamentale, éclairées par cette problématique technologique. On parle dans le secteur de la santé de recherche translationnelle pour insister sur ce modèle qui est entre l'espace de la recherche clinique, la recherche technologique et la recherche fondamentale, qui suppose aussi des organisations. Et les ESP sont sans doute le lieu où ces clusters, comme on dit aussi ailleurs, peuvent se constituer, avec aussi des chercheurs qui soient capables, pour les uns, d'occuper ces rôles en étant dans leur place et en maintenant des relations, et c'est une fonction nouvelle, et pour d'autres, de jouer le rôle de communicant ou d'interactant, qui est presque un nouveau métier dans le domaine de la recherche. Alors, je voudrais terminer, parce que je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Cette expérience d'ELEA, c'est au fond une sorte de laboratoire géant pour les gens qui cherchent à développer ce type de recherche où vous reconnaissez vos petits, sans doute, vos intentions. Qu'est-ce que l'ELEA, l'expérience d'ELEA permet de dégager comme difficulté ? La manière de poser des questions de recherche valides, on avait vu tout à l'heure la question ce matin, M. Ray parlait de la problématisation et de la difficulté de parler la langue en fait, de ces deux mondes et de rester en contact tout en restant dans l'espace qui est le sien. Il ne s'agit pas de créer des espaces interdisciplinaires ou intercatégoriels qui soient invivables, mais de les mettre en contact. Et c'est une question très compliquée. Par exemple, alors qu'il est facile, je l'ai dit, pour une équipe de chercher des terrains, entre guillemets, c'est pas toujours facile, mais enfin, disons, c'est un mouvement qui va dans un certain sens, c'est beaucoup plus difficile pour un collège, par exemple, qui a un certain nombre de questions, de trouver des chercheurs qui soient capables à la fois de jouer un rôle de chercheur et puis de jouer un rôle de conseil en élaboration de projets. Ce qui est quelquefois la demande multiple qui est faite. Et c'est très compliqué. C'est plus facile dans certains métiers qui sont des métiers dans lesquels on a l'habitude de ça. Je prends par exemple le domaine de l'agronomie. D'emblée, on est dans la logique de l'ingénieur. Et ensuite, on est devenu scientifique, si je puis dire, dans l'histoire de la discipline. Ce qui est moins le cas en éducation, paradoxalement. Entre le monde de l'ingénieur et le monde du savant, pour être très sommaire, il y a cette distance. Un problème, par exemple, qui est celui du temps de la recherche, entre le temps de l'élaboration, qui est relativement long, et le temps de la diffusion des résultats, il y a beaucoup de temps. On pourrait s'en scandaliser, mais personne ne se scandalise que dans le domaine des recherches en santé, entre la recherche en chimie, par exemple, sur une molécule, ou la recherche qui vient d'un botaniste, etc., et l'application sur le terrain se passe au moins une dizaine d'années. Personne ne va reprocher à un laboratoire, par exemple, en pharmacie, de prendre son temps pour faire de la recherche. Donc là, on a des questions de temps qui sont très importantes, et je ne parle pas ici du temps politique, si j'ai mis le mot politique quand même là-dedans, parce qu'il est important. Et sans doute, les communautés ont-elles besoin d'un peu de temps pour se poser. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudra dire à la personne qui va me succéder à cette place tout à l'heure.
Question de coût, je crois aussi que c'est une question sur laquelle il ne faut pas jouer les enfants de cœur. Les Léa existent parce que l'IFE amène un certain nombre de ressources en termes de ressources humaines. Il y a une dizaine de personnes, pas tout à fait des emplois à plein temps, mais on pourrait calculer, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné le chiffre de mémoire, c'est 130 000 euros par an d'investissement en matière de personnes, plus les heures qui sont les heures pour les enseignants. Il y a 35 000 euros apportés par la DGESCO. On a besoin de rémunérer et donc d'investir dans l'éducation. Il faudra à un moment qu'on pose cette question en termes de décharge. Je crois que les personnels des ESP, à qui on demande à la fois d'être des formateurs, à la fois d'être des chercheurs, à la fois d'être des organisateurs de tout ça, sont des gens qui souffrent un petit peu aussi, quelquefois, de surcharge. Donc il faut prendre en compte ces choses-là, et il faut savoir faire des propriétés, faire des choix politiques, et puis ne pas hésiter, ce qu'on fait ailleurs, à investir dans des dispositifs. Par contre, ça pose vraiment des questions de financement. Par exemple, les Léa, il y en a 35, on pourra difficilement... Tu veux que je m'arrête, sans doute? Tu vois ton souci. Mais j'ai fini. Il y a peut-être une autre diapositive, comme toujours, mais on négocie avec le gestionnaire de temps. Donc là, je termine là-dessus. La question des Léa, par exemple, il y a 35 Léa, ce sont des dispositifs. Il est difficile pour cette structure de s'étendre, pour des raisons diverses, pour faire fonctionner cette machine-là, qui essaye en plus de créer des relations et des échanges entre les différents Léa pour qu'il y ait un gain et une plus-value liée à ce réseau. Il faut beaucoup, en fait, de monde, et c'est difficilement... Mais cette question-là est tout à fait centrale. Alors, je vous affiche ma dernière diapositive, mais j'avais mis, je vous remercie, voilà, je mets ça. Voilà la dernière, et puis je laisse afficher l'avant-dernière dont je ne parlerai pas.